Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, processus d'indemnisation des victimes en Côte d'Ivoire. L'opération a officiellement débuté ce mardi avec une cérémonie présidée par le président Alassane Ouattara. Combien de personnes sont concernées et quelles indemnités toucheront-elles? Élément de réponse à suivre. Les Égyptiens veulent croire au nouveau canal de Suez. La fierté suscitée par l'extension de cet ouvrage s'est transformée en acte patriotique. 88% du financement provenait des Égyptiens eux-mêmes, à qui ont été promis 12% d'intérêt. Retour sur le drame de l'immigration clandestine. Le cap des 2000 migrants et réfugiés morts cette année en Méditerranée a été franchi. Un bilan humain tragique supérieur à celui de la même période de l'année 2014. Mais d'abord, au Sénégal, Karim Wade devra patienter jusqu'au 20 août pour connaître le verdict de la Cour suprême. La juridiction sénégalaise devait examiner ce 6 août le pourvoi en cassation de l'ancien ministre après sa condamnation à 6 ans de prison pour enrichissement illicite. Les 7 recours déposés par ses avocats espèrent contrer l'arrêt rendu le 23 mars dernier par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Ces avocats dénoncent toujours les conditions d'organisation de cette audience. Écoutons les précisions de Sir Clédor Ly, l'un des avocats de Karim Wade. Pour le 20 août, ils ont mis en délibéré un dossier où nous n'avons pas participé. Donc nous n'y serons pas, il est clair. Mais j'ai dit que j'espère qu'ils vont rabattre, s'ils rabattent le délibéré, ils réouvrent les débats. À partir de ce mois déterminé, nous aurons apprécié par rapport à la situation. C'est le système judiciaire qui ne présente pas des gages sérieux permettant l'organisation d'un procès équitable. Nous n'en avons rien contre le conseiller Bal. C'est un promotionnaire, un magistrat vertueux et tout, mais à un moment donné, la confusion de casquettes qui a fait de lui un conseiller juridique politique à la place d'un conseiller juridique aboutit à cette situation. Donc il appartenait à la Cour de savoir que ce même magistrat, c'est le magistrat qui doit siéger, a eu à émettre une opinion dans le sens effectivement d'une présomption de culpabilité. Donc il ne pouvait pas présenter des gages d'impartialité. Nouvel espoir de paix au Soudan du Sud. Les délégations du président Salva Kiir et du chef rebelle Riek Machar ont repris le chemin des négociations ce jeudi. Les deux camps ont jusqu'au 13 août pour arriver à un compromis permettant la signature d'un accord de paix. Les précisions de Liz Elsi Akizimana. Le Soudan du Sud renoue avec le dialogue. Les représentants du président Salva Kiir et du chef rebelle Riek Machar retrouvent la table des négociations depuis ce jeudi 6 août 2015 à Addis Abeba en Éthiopie. Objectif, arriver à un accord de paix et mettre fin à la crise politique que traverse le pays. Les enjeux de cette négociation sont bien entendu et d'abord un enjeu de pouvoir. Il s'agirait donc, encore une fois, de chercher quelles sont les voies et moyens par lesquels d'abord on peut obtenir un cessez-le-feu, puis trouver le moyen le plus adéquat pour qu'une solution négociée soit trouvée pour celui qui gouvernera ce pays dans les prochaines années. En fait, il s'agit d'une crise qui a éclaté donc entre deux hommes rivaux, dont l'un est président, l'autre était vice-président, et ils sont arrivés donc à un conflit d'abord politique. Alors il a sans doute une connotation ethnique, mais enfin d'abord politique, et donc c'est toujours très facile de donner une explication ethnique à un problème politique. Ces négociations dirigées toujours par l'IGAD, l'organisation intergouvernementale est-africaine, se déroulent pour la 8e fois. Cette fois-ci, les délégations ont jusqu'au 11 août pour arriver à un compromis. Aujourd'hui, la situation est différente. C'est-à-dire que nous avons d'une part le Conseil de sécurité des Nations Unies qui lui donne l'ultimatum et l'IGAD, elle, qui donne 11 jours. L'ultimatum des Nations Unies consiste à dire trouver une solution, sinon nous allons procéder à des sanctions ciblées, gel des avoirs, refus des visas, etc. Et puis de l'autre côté, l'IGAD qui donne 11 jours pour éventuellement une signature le 11 août et probablement paraphée par les deux chefs de guerre. Les deux parties ont déjà signé puis violé cet accord de cessez-le-feu. Les négociations entre le camp gouvernemental et celui de Riek Machar butent sur un accord de partage de pouvoir. Le peuple du Soudan du Sud espère que ces négociations seront les dernières. Elles devraient arriver à un accord de paix qui serait signé le 17 août 2015.
Démarrage du processus d'indemnisation des victimes ce mardi en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, avait annoncé en décembre 2014 la mise en place d'un fonds d'un apport initial de 10 milliards de francs CFA pour la réparation de ces préjudices. On fait le point tout de suite avec Ibra Khadindiaï. Début des processus d'indemnisation des victimes des crises en Côte d'Ivoire. Ils sont au total pour la première phase 3500 ayant droit, membres de familles de personnes décédées et 1000 blessés identifiés par la commission nationale créée par les autorités concernées par ce processus entamé ce mardi 4 août. L'indemnisation concerne les crises successives qu'a connues la Côte d'Ivoire depuis 1990. Une cérémonie présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara a été organisée à cette occasion à Abidjan. Des victimes ont reçu pour l'occasion un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA des mains du président Alassane Ouattara. Cette possibilité que le président de la République donne par la mise en place donc de ce fonds, n'est-ce pas, qui permettra la prise en charge des victimes, je pense que nous sommes au bout du tunnel. Le gouvernement sera fin prêt. Des mécanismes seront mis en place à l'effet d'avoir une liste consensuelle. Cela est de la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que aucune victime ne soit laissée sur le bord du chemin. Les victimes et leurs familles sont soulagées. Elles réclament depuis plusieurs années des compensations. La CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, supervise les dédommagements. C'était juste un certain nombre de prioritaires qui ont perçu cette indemnisation. Mais au niveau de la CONARIV, nous sommes en train de consolider les listes, puisque nous avons pris les listes de toutes les institutions, des ONG, de victimes, des ONG même aussi qui ont des listes de victimes. Nous sommes en train de faire le traitement et d'ici la fin août, tout sera fin prêt et les indemnisations proprement dites vont commencer. Par ordre de priorité, bien sûr. Rappelons qu'un fonds de 10 milliards de francs CFA a été créé en décembre 2015 pour la réparation des préjudices subis par les victimes des différents conflits en Côte d'Ivoire. L'inauguration du canal de Suez a eu lieu ce jeudi en Égypte. Le projet d'extension qui a coûté environ 8 milliards de dollars a été financé en partie par les citoyens qui avaient répondu favorablement à l'appel au financement du gouvernement. Cet acte patriotique fait la fierté des Égyptiens, comme nous l'explique Ibrahima Dioumaba. L'inauguration de l'extension du canal de Suez a été bien accueillie en Égypte. Au Caire, les populations sont heureuses d'avoir ce joyau qui va contribuer à la relance de l'économie. Le financement a été fait en partie par les Égyptiens qui ont souscrit à une opération de levée de fonds sur demande du gouvernement. 80% du projet a ainsi été financé par des particuliers. C'était un devoir nationaliste pour nous tous. Tout le monde était prêt à donner son argent, son temps et tout ce qu'il possède pour l'Égypte. Un projet comme celui-ci doit être réalisé en utilisant notre propre argent, pas d'autres pays, ni de la Banque mondiale. Les travaux d'extension du canal ont coûté 8 milliards de dollars sur les 72 km du trajet. Le projet a concerné 35 km sur la terre ferme et 37 km en eau profonde. Selon les autorités, ce projet contribue à la création de près de 1 million d'emplois. Je suis très heureux et je ne pensais pas à des intérêts ou des profits. Je voulais faire quelque chose pour mon pays et de voir le projet achevé. Je suis fier d'avoir contribué à cette grande réussite. Le nouveau canal va permettre de réduire la période d'attente pour les navires de 18h à 11h. Il va doubler le trafic des navires qui passera de 49 à 97 par jour. Le canal de Suez est ouvert depuis 1869. Il relie la mer Rouge à la mer Méditerranée. C'est l'une des principales voies de transit du commerce mondial. C'est le principal point d'entrée de devises étrangères pour l'Égypte. Plus de 2000 migrants morts en Méditerranée depuis début 2015. Dans un rapport établi par l'Organisation internationale pour les migrations, rendu public ce mardi, il est noté une hausse du nombre de victimes de la dangereuse traversée. La tentation de la fuite par la voie maritime devient plus intense durant la période estivale, mais toute l'année, les candidats s'y aventurent. Les précisions d'Emmanuel Milimono. Les drames de l'immigration sont de plus en plus fréquents. Rien que pour cette année 2015, plus de 2000 migrants sont morts en Méditerranée. Ces chiffres sont contenus dans le rapport publié mardi 4 août 2015 par l'Organisation internationale des migrants.
Pourtant, l'Afrique et l'Europe se sont engagées dans un plan d'action jusqu'en 2017 à lutter contre le phénomène à travers une coopération efficace et complète. Les solutions à envisager doivent inévitablement passer par un dialogue. Oui, il y a le dialogue euro-africain sur la question migratoire. Il y a le processus de Rabat qui a été mis en place également avec les pays du Maghreb, pays du Sud, pays maghrébins et pays européens. Mais l'ensemble de ces dialogues aujourd'hui doivent être capitalisés afin que nous puissions avoir une seule et unique direction. Pays du Sud, pays du Nord, pays de transit, regardons ensemble dans la même direction. Le bilan de ces drames était déjà très lourd en 2014 durant la même période, avec 1607 migrants avant de s'achever sur un bilan macabre de 3279 morts en Méditerranée. Plusieurs rencontres réunissant des experts africains et européens ont eu lieu pour adopter des mesures sécuritaires et initier des projets de développement dans les pays émetteurs et ceux de transit. On ne peut aujourd'hui, dans le contexte actuel de la migration, parler de coopération décentralisée sans penser à ce migrant qui vit entre deux territoires différents. Donc il faut qu'en repensant la problématique de la coopération entre les pays, qu'on essaie d'intégrer les peuples directement, qu'on les mette devant leurs responsabilités, pour qu'on ne parle plus de coopération bilatérale, État-État, mais de coopération des peuples. Parce que l'impact des initiatives de ces coopérations vont aller directement aux bénéficiaires finaux. Selon le même rapport, les migrants qui ont eu la chance de débarquer sont souvent confrontés à la rigidité des règles dans les pays d'accueil. Le mois d'avril a été celui où le nombre de morts a été le plus élevé pour l'année 2015, avec environ 1265 victimes contre 736 en juillet de la même année. Le Togo organisera en novembre 2015 une conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Africa Tonight sur Africa 24.